Get it? Like when you're all alone and you just want fidget. Amis de KMT, bonsoir. Alors, vous connaissez déjà le rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h45 et rediffusion le samedi à 14h05. Alors, je reçois pour vous une invitée de marque, alors une mère courage, de deux charmantes jumelles, une entrepreneuse, manager qui a accompagné des quantités de chefs d'entreprise vers la réussite. Je ne sais pas quel nombre, je ne sais pas si elle-même le sait, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Elle s'appelle donc Manuela Lefel. Bonsoir Manuela. Bonsoir Mylène. Comment merci. tu vas? Ben, très bien, merci de me recevoir ici à KMT. C'est vraiment un plaisir de venir faire l'émission avec toi. Voilà, alors ce n'est pas la première fois, je ne sais pas depuis combien d'années, ça doit faire 3-4 ans? La troisième ou la quatrième fois, je crois. Voilà. Ouais. Et en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle s'est habillée avec des couleurs qui lui vont à ravir. Quand je suis arrivée au studio, je me suis dit, waouh! Voilà. Oui, oui, je fais attention au branding, on dira. C'est l'un des éléments quand même forts quand on est entrepreneur et que ben justement on veut se faire connaître, on veut pouvoir marquer un peu les esprits. C'est ça. Donc voilà. Voilà. Alors comment vas-tu? Ben moi je vais très bien avec une actualité sympa dont je viens de te partager. Oui, tout à puisque fait. donc j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Gravir sa montagne, entreprendre un chemin de réalisation de soi. Alors, nous allons en parler, bien évidemment. Tu vas nous expliquer aussi où on peut le trouver. Et puis, on va quand même commencer par faire un petit rappel pour savoir qui est Manuela Lefel. On va partir rapidement de la petite Manuela. Qui était la petite Manuela? La petite Manuela était une petite fille tout à fait normale, je dirais, calme. Avec son frère, calme. On a été très autonomes très vite, mon frère et moi, puisque nos parents travaillaient, donc on s'est retrouvés très vite tout seuls. Tout seul, d'accord. Avec ma grand-mère qui habitait pas très loin de la maison, donc on avait cette habitude d'aller chez ma grand-mère pendant les vacances, de revenir. Donc c'est vrai que notre autonomie a été favorisée très vite. Et puis c'est particulièrement aussi parce que mon père est parti quand j'avais 10 ans pour une année en France. Donc ma mère et mon frère et moi, elle s'est retrouvée seule avec nous. Et donc, ça a encore favorisé notre autonomie, puisque là, il fallait qu'on se prépare tout seul, qu'on aille à l'école tout seul, qu'on revienne, maman rentrait à 20h. Donc voilà, donc ça a vraiment favorisé cette autonomie. Donc ça vous a responsabilisé très tôt? Très tôt, oui, tout à fait. D'accord. Quelles études as-tu suivies? Alors, j'ai fait des études de sciences économiques et je me suis spécialisée en gestion des entreprises. D'accord, c'était sur le campus de Chelsea? Alors voilà, j'ai commencé sur le campus et j'ai terminé à l'université de Montpellier. Ah, toi aussi? Oui. D'accord. Parce qu'à l'époque, en Martinique, il y avait droit, sciences éco et langue, je crois. Je oui, me tout à souviens fait. plus trop. Et puis voilà. Et puis sinon, effectivement, il y avait une bonne communauté à Montpellier, antillaise. Antillaise, tout à fait. Il y avait des zouks afro-antillais, il y avait de tout. Moi, j'étais plutôt studieuse à la fac, donc je n'ai pas trop fait de soirée. Moi, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais 2 ou 3. Alors, on disait donc que tu étais maman de charmantes jumelles. Elles se prénomment Noémie et Lauriane. Je tenais à leur faire un petit clin d'œil puisque je t'ai connue très proche de celle-ci. Et je suppose que cette forte connexion-là n'a jamais failli. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on s'appelle 3-4 fois dans une journée, puisqu'aujourd'hui, à 22 ans, elles font leurs études. Donc, elles sont hors du département. On s'appelle 3-4 fois dans une journée. Et voilà, je vis tous les moments qu'elles peuvent vivre, même en étant à distance, je les vis aussi. C'est-à-dire, si j'en ai une qui est mal, je saurai que maman, je suis mal. On a vraiment gardé cette connexion malgré la distance toutes les 3. D'accord. En fait, quand on vous voit toutes les 3, on a l'impression de 3 copines. De 3, c'est ça. Parce que la différence générationnelle n'est pas tellement importante non plus. Tu les as eues tôt. Alors, je les ai eues, j'avais déjà 29 ans et demi, donc près de 30 ans. Mais c'est vrai que j'ai quand même créé un lien avec elles où on a beaucoup parlé quand elles étaient petites, on a beaucoup pris du temps d'échanger avec elles. Et c'est vrai que j'ai aussi participé à leurs activités, c'est-à-dire, tu vois, si tu te rappelles, quand je les emmenais au piano, j'ai toujours pris le temps de rester, ou si je partais, de revenir à l'heure. Donc voilà. Donc tout ça, ça crée aussi, je crois, des liens qui sont forts avec les enfants. Et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a ce même lien-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos petits coups de gueule de temps en temps. Hein. Oui, comme dans toute famille. Mais ça ne dure pas non plus longtemps parce qu'on a vraiment un socle qui est très fort. Très fort. Ouais. D'accord. Alors, tu viens nous présenter ce soir ton ouvrage, hein, Gravir sa montagne. Est-ce à dire que pour arriver donc, à son but,
la tâche n'est pas aisée, qu'il faut s'accrocher. Ah ben oui. Et surtout dans l'entrepreneuriat, je crois que oui, la tâche, elle n'est pas aisée. Autant l'expérience peut être très belle, mais il faut aussi qu'on aide les gens à comprendre que c'est véritablement, je sais pas, une expédition, on pourrait dire comme ça. Mais c'est comprendre que voilà, c'est vraiment aller à la recherche de soi. Et c'est ça aussi que j'ai voulu traduire dans le livre. Parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, on se rend compte qu'on grandit soi-même, puisqu'on dépasse certains obstacles. On franchit des caps. Et même que ce soit en tant que chef d'entreprise ou que ce soit sur un plan personnel. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment allier les deux pour que les gens comprennent bien que voilà, c'est vraiment gravir sa montagne. Alors, faut-il un caractère particulier pour ne pas baisser les bras au moment difficile? Alors, je ne sais pas s'il faut un caractère particulier, mais je pense qu'il faut tout au moins... Parce que tout le monde, à mon avis, ne peut pas être chef d'entreprise. Alors, ça, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, mais je crois que si on avance sur le chemin en se disant, OK, je vais rencontrer des obstacles, et qu'on se dit, quelle est la posture que je vais avoir face à ces obstacles-là? Est-ce que je vais m'effondrer? Ou est-ce que je m'effondre, mais que je remonte tout de même la pente? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contourne le mur? Est-ce que je l'enfonce et que je passe? Est-ce que je passe au-dessus? Est-ce que je passe sur le côté gauche? L'idée, c'est ça. Et je pense que notre caractère, il grandit aussi avec justement les obstacles que l'on va rencontrer parce qu'on ne sait pas au départ. Oui, quand tu décides de te mettre à ton compte, alors oui, dans l'expérience, j'ai des gens où au début, c'est difficile. Et puis tu en as, c'est peut-être au bout de 4-5 ans que c'est difficile. Que les difficultés arrivent. Mais comme tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, ben, c'est justement d'apprendre à te forger cette identité, parce que c'est dans cette identité-là ben, que tu vas justement pouvoir dépasser les caps et que tu te forges ton caractère, parce que c'est ça qui fait que tu grandis et que tu dis, ah ben si j'ai passé ça, je pourrais passer les autres qui viennent, quoi. OK. Alors, tu as justement débuté en 2004. Oui. Et comme par hasard, il y a eu la grosse crise de 2009. Tout à fait. Est-ce que tu as fait partie des victimes collatérales? D'une certaine manière. Parce que, et c'est ce que je relate dans le livre, puisque le contexte, je parle justement du contexte de 2009, où je viens de signer une des premières plus grosses conventions que j'ai signées à l'époque. Et c'est une convention pour 3 années. Je la signe. Et au sorti de la signature, la Martinique entre en grève. Alors, c'est sûr que... Et ça a duré très longtemps. Ah oui, ça a duré, je crois, quand j'ai rejoint, une quarantaine de jours. Et je crois que tant qu'on est dans cette phase-là, bon, on commence à avoir des doutes, on a des peurs. Mais le plus dur n'est pas nécessairement à ce moment-là. Vraiment, quand je prends le temps de raconter l'histoire, le plus dur vient vraiment 7 mois, 8 mois après. Et c'est... Oui, puis il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui ont coulé, mais dans l'année qui a suivi. 2010. Ouais. Voilà, c'est ça. Beaucoup c'est ça. C'est pas, les dommages ne se font pas toujours tout de suite. C'est toujours, il faut se dire, oh, allez, les 6, 7 mois, 8 mois après, c'est à ce moment-là. Et moi, c'est effectivement à ce moment-là aussi que je vais me retrouver avec des difficultés parce que ben, j'ai changé, la manière de travailler a changé puisque je suis sous une convention. J'ai une banquière elle-même qui ne comprend pas la nouvelle manière de travailler. Oui. Donc, et justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ne jamais se décourager, c'était pas autant. Parce que tu décris dans ton livre cet état de stress profond que tu avais quand justement cette fameuse banquière ne suivait pas, bloquait tout. Et que tu as enfin pu rencontrer ce que tu appelles des passeurs de lumière. Tout à fait. Alors, comme tu les appelles. Alors, c'est qui les passeurs de lumière? Les passeurs de lumière, ce sont ces personnes qui sont à nos côtés, mais des fois qu'on n'identifie pas par ce pouvoir ou cette magie qu'elles ont de venir et de permettre que, voilà, par un mot qu'elles vont nous dire, qu'on va voir le problème complètement différemment. Voilà. Et c'est vrai que j'ai l'une des personnes... Ah oui, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai choisi le mot très fort, passeur de lumière. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et donc, je parle particulièrement d'une personne, que j'ai appelée la directrice d'exploitation. Parce qu'au moment où je la rencontre, ça fait déjà... Donc, on est déjà quasiment mi-2010. Et je suis sur un découvert autorisé, mais je n'arrive pas à sortir de ce découvert autorisé. Et moi, ça commence à me miner, quoi. Je stresse, c'est compliqué, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Et elle, quand je lui dis ça, elle me regarde, elle me dit, tu crois que tu me parles? Elle me dit, attends, moins 4 000, moins 20 000, c'est quoi le truc? Et tu vois, c'est ça, c'est juste que cette personne, elle vient à un moment donné
elle apporte une lumière et où tu te dis, mais attends, si elle doit gérer moins 20 000 et que je gère moins 4 000, bon, finalement, on peut déstresser. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Oui. Et il y en a d'autres qui ont de plus gros problèmes. Et c'est ça, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que c'est important de rencontrer d'autres personnes. Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des dirigeants, que ce soit des managers. Des gens qui vivent un peu les mêmes choses. Des gens qui vivent un peu les mêmes choses parce que ça permet de relativiser nos situations et de se dire, ben, si elle vit ça et qu'elle n'est pas stressée, elle n'est pas dans les états que je connais, ben, ça veut dire que je peux relativiser et tout de suite, tu te rends compte que quand tu viens relativiser, c'est comme si tout de suite, il y a une solution qui se présente à toi, quoi, tu vois? Oui. Justement, tu en as fait beaucoup des rencontres de chefs d'entreprise comme ça. Ah oui, le livre, c'est aussi ça. L'idée, c'était parce qu'il y a mon histoire. Le fil conducteur, c'est mon histoire, mais c'est vrai qu'il y a tous ces chefs d'entreprise que j'ai rencontrés qui ont vécu les mêmes problématiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire aussi, parce que je me dis, mais c'est inspirant de voir comment chacun a trouvé sa propre solution, comment il a fait pour s'en sortir. Et c'est tout ça que je relate, effectivement. D'accord. Parle-nous justement de l'étape entrepreneur solo à dirigeant TPE. Ouais. Donc ça c'est une étape que je trouve qui est fondamentale dans un business et dont on ne fait pas suffisamment attention, je trouve, au delta, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre le solopreneur et devenir un dirigeant TPE. Et souvent, on se dit, ben, si je suis solo-entrepreneur, je pourrais avoir une équipe, je vais pouvoir manager une équipe, je vais pouvoir la diriger. Et on oublie qu'en chemin, il faut que soit, en tant que chef d'entreprise, on change d'identité. Donc, changer d'identité, c'est changer sa posture, c'est intégrer des compétences managériales, c'est être prêt aussi à déléguer. Et tout ça, on n'intègre pas ça parce qu'on se dit, ah ben là, j'ai du boulot, j'ai besoin d'embaucher quelqu'un. Et ça part aussi, tu vois, beaucoup des interrogations que j'ai souvent. Parce que souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui faisait qu'un chef d'entreprise réussissait et qu'est-ce qui faisait qu'un autre ne réussissait pas? Tout à fait. Tu vois, c'était quoi l'écart entre les deux? Alors souvent dans la très petite entreprise, hein, parce que quand on est dans des PME, c'est différent. Des PME, tu as plusieurs directeurs, donc bon, même si les questions de fonctionnement sont quasiment les mêmes, mais l'approche n'est pas la même parce que quand tu es le chef d'entreprise, tu dois apprendre à manager tes ressources humaines, à connaître ton droit. Si toi-même, tu n'es pas juriste, d'être capable d'aller chercher le juriste compétent. Donc, voilà. OK. Alors, pour déléguer, justement, il fait un raisonnement différent, c'est ce qu'on dit. Tu dis, je ne suis pas indispensable à tout, mais je suis indispensable à la vision d'ensemble. C'est ça. Voilà, ça résume bien les choses. Ça résume tout à fait les choses parce que, tu vois, souvent, on est persuadé qu'on doit tout faire, qu'on doit être dans l'opérationnel. Et c'est dans cet écart-là, justement, que l'identité se construit. Parce que quand tu comprends que, mais non, tu n'as plus besoin d'être à la tâche, mais tu as besoin d'être dans la vision globale, tu as besoin d'être dans celle que tu vas partager avec ton équipe, qui fait que ton équipe, elle aura ce moteur et qui fait qu'elle va avancer. C'est à ce moment-là que ton équipe commence à bouger sur ses lignes et à progresser. Alors, quand une banquière, juste comme on en parlait, refuse de vous aider dans les moments difficiles, vous en trouvez une autre prête à vous suivre dans la faiblesse comme dans la force. C'est ce que tu racontes dans ton livre. Oui, c'est exactement ça. Donc, la solution était d'aller voir ailleurs. Mais quelque part. Des fois, je conseille ça même aux clients. À partir du moment que dans la relation que tu as, alors que ce soit avec ton banquier ou que ce soit avec un fournisseur, que ce soit avec un collaborateur, à partir du moment que dans ta relation, on ne se comprend plus, on n'a peut-être plus ni l'un ni l'autre envie de faire des efforts non plus pour se comprendre, parce que tu as ça aussi. À ce moment-là, il faut aller voir ailleurs. C'est qu'elle n'a pas une vision positive de ton futur non plus. Ah oui, c'est ça, c'est qu'elle n'avait pas une vision positive. Et ce qui était paradoxal dans mon cas, c'est qu'elle m'a connue avec des entrées à flux tendu. Donc, j'arrive, je dépose, j'envoie quelque chose, elle m'a connue comme ça. Là, j'ai quand même un marché et que les conditions de paiement de marché qui sont différentes. Mais c'est quand même un marché qui m'assure de l'activité pendant 3 ans. Donc, c'est ça qui est paradoxal pour moi à ce moment-là. Parce que je me dis, mais pourquoi elle ne comprend pas ce que je lui explique alors qu'avant, c'est tous les mois que je te dis, il y a ça qui va rentrer. Et puis, bon, elle dit, j'ai même pas besoin de le lui dire, quoi. Elle le voyait. Elle le voyait. Mais, donc, c'est ça, oui. Alors, parle-nous de celui que tu appelles ton mentor.
C'est une belle histoire, mon mentor. Ben, mon mentor, dans le livre, c'est quelqu'un que... Ben, moi, j'ai eu la chance, parce que mon mentor, je l'ai rencontré, j'étais encore salariée. Donc, il a eu déjà un impact dans ma vie à ce moment-là, parce qu'il m'a vraiment permis de prendre conscience que j'avais une fonction de consultant et qu'il fallait véritablement que je me voie dans une posture de consultant et pas nécessairement de chargé de mission. D'accord. Il m'a permis aussi de pouvoir prendre la décision à un moment donné de quitter l'entreprise. Et tu vois, des fois par des petites choses. Hein. Oui. Mon mentor, quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans l'entreprise. Et lui, il m'avait dit, tu sais, les 3 premières années, tu apprends un métier. 5 ans, tu maîtrises ton métier et tu sais faire. Au bout de ta 5e année, soit l'entreprise doit être en capacité de te proposer un nouveau challenge. Si ce n'est pas le cas, pense à aller voir ailleurs. D'accord. Et en fin de compte, j'ai fait les 2 années de trop, je pense, dans l'entreprise. Donc, et puis, donc voilà. Donc, on a gardé notre relation. Alors, des fois, il n'est pas souvent ici, donc on peut se voir très souvent à distance. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelqu'un sur qui, si je sais que je prends mon téléphone là, que j'appelle, que je dis là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Et il a l'oreille. Il a cette oreille. Et la particularité de mentor, c'est que tu vois, il va vraiment te parler de son expérience à lui, mais il ne va pas te dire fais comme ci, fais comme ça. Ça n'a jamais été quelqu'un qui m'a dit ben Manuela, tu dois faire A, B, C, D. Jamais. Toujours dans l'écoute et me donner des exemples et des trucs et me dire bon, allez, maintenant... Et c'est vrai que c'est important parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'ai quand même ces piliers-là. Bon, j'en ai d'autres, mais c'est vrai que je parle de ces 2 piliers-là et que ces 2 piliers-là ont été très importants dans mon aventure entrepreneuriale. Alors, justement, pour être chef d'entreprise comme toi, il faut une part de fierté, une part d'ambition, une capacité à faire face aux embûches, là où d'autres se contentent d'envier. C'est bien dit envier. Ceux qui réussissent, en croyant que ça tombe tout seul. Ah non, ça ne tombe pas tout seul. Ça ne tombe pas tout seul, surtout que, comme tu l'as dit, j'ai créé en 2004. Quand j'ai créé l'entreprise, mes filles, elles avaient même pas 1 an. Oui, c'était des petits bouts de chou. C'était des bébés quand j'ai créé. Et donc, j'ai vraiment dû apprendre à allier la vie professionnelle et ma vie de mère, trouver des espaces pour chacun. Les filles, de toute façon, bon, ceux qui découvriront le livre verront qu'elles sont dedans aussi. Donc, on voit bien aussi leur intervention. Donc, elles ont aussi ce rôle de mentor-là, tu vois. Parce que si j'ai beaucoup été regarder des questions d'organisation, de gestion du temps, c'est parce qu'à un moment donné, elles m'ont fait des remarques. Je me suis dit, mais non, tu ne peux pas être à 3 ans et me dire, mais maman, tu connais qu'un ordinateur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu vois, par contre... Oui, c'était touchant, ce petit passage-là. Ah ben oui, c'est... Bien évidemment, je l'ai lu, le livre. Et je vous invite à le lire. À le lire franchement, aussi. c'est... Et je crois que les enfants, quand on est adulte, on a souvent le truc de penser que c'est nous qui dirigeons nos enfants et nos enfants doivent faire ce que nous, on leur dit de faire. Si on laisse un espace et on se dit, lui aussi, il m'apprend des choses, on grandit 4 fois, 5 fois, 10 fois plus vite. Parce que justement, nos enfants nous montrent des choses. Moi, j'ai une fois une coach qui m'a dit, tu as envie de faire du management? Manage tes enfants. Et c'est vrai. Si tu sais manager tes enfants, tu sauras manager une équipe. Elle m'a répondu, je dis, pourquoi elle me dit? Ce qui n'est pas le plus évident d'ailleurs. Et ce qui n'est pas le plus évident de manager ses enfants, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est, quand on a, et c'est cette relation, je pense, avec les filles, elle est aussi forte parce qu'on est dans, j'ai toujours été dans ça aussi avec elles, en me disant, mais à leur côté, je grandis moi-même, je dépasse des peurs, je dépasse des craintes. Et plutôt que de les voir comme une menace quand elles viennent m'apporter quelque chose, c'est de me dire, bon, OK, d'accord, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que j'ai quelque chose à apprendre et... Oui, tu retires toujours du positif. Ah oui, toujours. Je cherche toujours. Ça ne veut pas dire que sur le coup, quand ça arrive, je ne suis pas dans toutes mes émotions. Bien sûr. Mais je prends le recul de me dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? D'accord. Alors, pour que chaque téléspectateur comprenne bien en quoi consiste ton travail et celui de tes collaborateurs. Alors, peux-tu résumer celui-ci, car les champs d'action, en fait, vous allez vous rendre compte, sont assez larges. Tout à fait. Alors, je suis consultant expert en entrepreneuriat. Je fais aussi ce qu'on appelle du business coaching. Et aujourd'hui, je rajoute à tout cela le fait d'être auteur et conférencière. Donc, mon activité est centrée sur l'entrepreneuriat.
accompagner les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise, à développer des entreprises prospères et à succès, mais en maintenant un équilibre de vie. Parce que pour moi, ça, c'est important. Oui, tout à fait. Parce que c'est le chemin que j'ai fait. Et en faisant ce chemin-là, c'est possible de le faire sans t'oublier. De le faire sans s'oublier. Voilà, c'est ça. Donc, sans s'oublier ses enfants, en laissant une part aux enfants, une part à son travail et une part pour soi-même en tant que femme ou en tant qu'homme. À un moment donné, tu as fait appel à un coach pour dirigeants. Explique-nous ceci. Oui, parce que quand on est soi-même dans l'accompagnement, on a besoin justement d'avoir ce qu'on appelle de prendre de la hauteur ou d'avoir d'autres points de vue. Et donc ça, c'est vrai que c'est au niveau de coach que je l'ai trouvé, parce que j'avais soit des challenges que je voulais relever. Et c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite quand on se fait accompagner que quand on ne se fait pas accompagner. Parce que la personne, par son questionnement, mais ça fera que tout de suite, tu vas te dire, ah oui, mais effectivement, je vois le problème que sur le mur, mais au final, mais il y a un petit trou là que je ne voyais pas, et lui, il est en train de me mettre le doigt, peut-être que si tu regardes à droite, il y a quelque chose qui pourrait être, tu vois. Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est important de se faire accompagner, et c'est l'une des choses que je crois que les chefs d'entreprise ici, il faut vraiment qu'ils intègrent, c'est qu'on ne peut pas diriger une entreprise tout seul. On a son expert comptable, on a son avocat, mais à côté de ça, on peut avoir un consultant d'entrepreneuriat ou en management ou en business coach, mais quelqu'un qui, justement, t'aide à prendre du recul. Et le fait de prendre le recul, ben, tu vas beaucoup plus vite sur ton business. Tout à fait. Alors, cette idée de livre, c'est venu comment? Ben, le livre, c'est une idée qui date de 2014. D'accord. Parce qu'en 2014, il y a 11 ans. Mon entreprise, elle avait 10 ans. Et à ce moment-là, je fais une première introspection en me disant, ben voilà, ça fait 10 ans que tu es en business. Comment tu te vois dans les 5-6 années à venir? Quel type d'activité tu as envie de développer? Qu'est-ce que tu as envie de laisser pour la postérité? Et au final, donc c'est pas un livre qui vient en premier, c'est d'abord un classeur qui vient avec vraiment la méthodologie de la création d'entreprise. Et puis, quelques temps après, je me dis, bon, c'est un classeur, mais un classeur, c'est plus quand tu es en formation. Donc, il vaut mieux que ce soit un outil qui soit un livre. Donc, c'est comme ça que le livre y vient. Et puis, les années, elles passent. Donc, chaque fois, je dis, oh, je vais écrire un jour. Tu vois, tu sais quand tu fais la liste, et puis tu mets, il y a le livre parmi les intentions. Oui. Et je rencontre une première fille qui accompagne justement les gens dans l'écriture de leurs livres. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à passer le pas. On a des entretiens, mais chaque fois, je lui dis, mais non, t'inquiète pas. Oui, l'idée, elle commence vraiment à germer. Je sais sur quoi j'ai envie de travailler, mais je ne passe pas le pas. Et l'an dernier, j'ai voulu me perfectionner sur le coaching émotionnel. Et j'ai suivi une formation, je ne sais pas si tu connais, avec Sylvie Liger, qui est... Sylvie Liger, c'est une autrice. Elle écrit beaucoup sur tout ce qui concerne la loi d'attraction, la manifestation. Et elle est spécialiste de l'EFT, donc l'Emotional Freedom Tapping. Mais Sylvie, j'avais déjà suivi un coaching avec elle. Et la formation qu'elle proposait, ça faisait des années que je lui disais, mais Sylvie, il n'y a pas moyen de faire ça à distance, etc. Et l'année dernière, elle décide de l'ouvrir à distance. Donc là, je lui dis, OK, c'est bon, je suis dans le bateau. Et pareil, lors des objectifs, elle nous demande qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Je lui dis, ben, mon livre, peut-être que je fasse un petit peu de tapping dessus parce qu'il faudrait que j'y aille, quoi. Et alors, tu vois, c'est là que tu vois que dans la vie, on fait des rencontres et des fois, il faut suivre les opportunités. J'ai une fille qui m'appelle, Laurie Lienafa. Elle m'appelle en me disant... je suis l'ambassadrice en Martinique d'un événement qui s'appelle Meetup Brunch des femmes extraordinaires. Est-ce que tu pourrais venir faire une intervention sur ce Meetup Brunch? Donc, on s'était d'abord mis Elle voulait juin, mais j'étais en formation en juin, donc je lui dis, c'est pas possible en juin. Et elle me dit, mais le prochain Meetup Brunch des femmes extraordinaires, ce sera au mois d'août. Donc, je lui dis, OK, on arrête la date, et donc je vais faire l'intervention pour elle. Et lors de l'intervention, tu as une des filles qui est présente qui dit... je voulais vous annoncer que j'ai décidé d'écrire mon livre et je commence, où elle venait tout juste de commencer. Quand elle dit ça, il me dira. Et là, ça me fait tilt. Je me dis, mais... Oui, il serait temps. Il serait temps, quoi. C'est l'impression que tu vois, il y a plein de petites graines qu'on te met là. Et donc, la fille qui est à l'origine du concept du Meetup Brunch des femmes extraordinaires, elle s'appelle Muriel Atipo,
que je ne la connaissais pas. Donc, c'est quand je vais au Meet and Brush que je la découvre. Mais elle vit à Paris, Muriel. Et donc, et c'est elle qui fait de l'accompagnement pour des femmes sur des livres. Donc, je lui demande, je lui dis déjà, je suis intervenue sur ton Meet and Brush, donc ce serait bien qu'on se rencontre. Donc, on se rencontre, on échange. Et je lui dis je crois que le moment est venu pour moi d'y aller. Donc, banco, on y va pour l'écriture du livre. Donc, j'ai validé l'accompagnement avec elle au mois de septembre. Et j'ai profité de la fin d'année pour écrire le livre. Ouais. D'accord. Et qui t'a fait la couverture, les photos, le design de ton livre, quoi, en fait? Alors, avec Muriel, dans l'accompagnement, elle propose une journée pour justement faire tout ce qu'on appelle la partie branding du livre. Donc, les photos, on les a faites dans ce cadre-là à Paris. Et la couverture, donc elle a ses propres professionnels, mais moi, j'ai une amie très proche, une très bonne professionnelle qui fait tout ce qui est couverture, qui est graphiste. Et je lui dis, je préfère le lui donner parce que voilà, et puis elle connaît un peu mon fonctionnement. Et alors, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que c'est la montagne Pelée. Hein. C'est une photo de la montagne Pelée qui est derrière. Parce que je lui ai dit non, à faire gravir sa montagne, oui, on prend notre montagne. Hein. Voilà, donc elle a vraiment le graphisme, et c'est Bianca Odona qui a fait le travail. Mais la photo, je l'ai faite avec celle avec qui j'ai écrit, avec Muriel. Alors, je vois souvent des photos justement sur ton Facebook, ton site, tout ça. Est-ce que c'est la même photographe? Non, parce que là, le photographe, c'est le photographe de Paris. Donc, de Muriel Atipo. Mais d'une manière générale, toutes mes autres photos sont faites par un photographe ici en Martinique, Frédéric Réjaudry. C'est avec lui que je travaille sur mes photos. D'accord. Parce que, pareil, c'est un très, très bon photographe professionnel. Et toutes les photos, j'ai les cheveux courts, parce que quand toutes les fois, il m'a photographié Frédéric, j'ai les cheveux courts. C'est Frédéric Réjaudry. Oui. OK. Alors, est-ce que tu penses qu'il est plus difficile ou plus facile d'ouvrir sa propre boîte de nos jours? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Tu sais, j'ai commencé dans l'accompagnement en 1997. C'était pas facile non plus, hein, en 1997. Le public qui créait en plus à l'époque, c'était le public qui était le plus éloigné du marché du travail. Parce que j'ai travaillé dans un cabinet conseil, et dans le cabinet conseil, on travaille beaucoup avec les allocataires du RMI. Et donc, vraiment, tu vois, la création d'entreprise était beaucoup portée par des gens qui étaient très, très éloignés du marché du travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se laisser prendre par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il peut y avoir une part de vérité dans certaines choses. Et il y a des pièges aussi. Mais il y a beaucoup de pièges aussi. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent que quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, j'aime à dire l'entrepreneuriat, c'est comme quand tu décides d'avoir un bébé. Tu le portes pendant 9 mois. Et une fois que tu l'accouches, tu le portes des fois peut-être pendant 25-30 ans, si ce n'est pas avoir à vie. Donc, quand tu te lances, tu te dis que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment comprendre que c'est un cheminement que tu vas faire tout au long, qui ne va pas toujours être évident. Il y a de très belles choses. Hein. Tu peux t'organiser, tu peux gérer ton agenda, tu peux décider de tes vacances. Tout ça, c'est vrai que c'est très bien, c'est très beau. Mais en même temps, il y a aussi ces petits cailloux que tu vas rencontrer, cette vallée que tu vas descendre et puis que tu vas te retrouver très, très bas et puis tu ne vas pas reprendre pourquoi tu es aussi bas. Mais une fois que tu viens te reconnecter à tes valeurs, tes besoins, à ta vision, tu te rends compte que tu remontes plus vite de la vallée parce que tu as trouvé l'étoile qui te porte, tu sais où tu veux aller. Et c'est pas... Je crois que s'il y a un message important à comprendre, c'est que être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas entreprendre en se disant « Ah ben Mylène, elle fonctionne comme ça, je vais faire comme ça parce que Mylène, elle fonctionne comme ça. » Non, Mylène, elle fonctionne comme ça parce qu'elle a choisi, parce qu'elle a des valeurs qui vont la porter, qu'il y a des choses qui sont importantes pour Mylène. Je peux faire le même métier que Mylène, mais avec des valeurs complètement différentes. Mais je ne peux pas vouloir être Mylène, par contre. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent. C'est se dire, mais oui, on peut entreprendre. Tu vois, par exemple, j'ai une collègue qui est consultante comme moi-même. Nous sommes très proches. Mais vous n'êtes pas du tout pareil dans le fonctionnement. On n'est pas du tout pareil dans notre fonctionnement, mais on va s'appeler, on va échanger. On n'a pas de difficultés, on ne se voit pas comme des concurrents. Comme tu vois, on ne se voit pas comme des rivaux parce qu'on se dit, mais attends,
Elle a sa personnalité, j'ai ma personnalité. Et à la limite, même, tu vois, on peut même en jouer. Parce que des fois, si moi, je rencontre quelqu'un où je me dis, ah, mais c'est peut-être ma collègue qui va être plus à elle, ben, je vais peut-être plus dire à la personne, mais rencontrer telle personne, regarder si... Parce que ça peut arriver que quelqu'un ne matche pas avec moi. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que aujourd'hui, en tous les cas, l'authenticité, c'est vraiment la clé pour pouvoir entreprendre. Et apporter ce que toi, tu as à apporter au monde. D'accord. Alors, on va marquer une petite pause. Tu as choisi, comme tous les invités qui passent, vous connaissez le principe, 2 titres. Oui. Alors, on va d'abord écouter Tony Chasseur. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ben, Tony Chasseur, c'est mon enfance. Alors, c'est très particulier parce que Tony Chasseur, c'est beaucoup mon frère. Mon frère a eu tous les CD de Tony Chasseur qu'il a toujours, tous. Mais moi, j'ai redécouvert Tony Chasseur à travers le live qu'il a fait à la Cigale. Je crois que c'est la Cigale. Et c'est dans ce live-là que je me suis dit, waouh! On ne se rend pas compte, mais on a vraiment un très, très grand musicien qui fait que tout le monde sait que Manuela, si tu as envie de me toucher ou quoi que ce soit, tu vas lui mettre le live de Tony Chasseur et tu vas trouver quelque chose qui va me toucher à l'intérieur. Mais ouais. Mais au départ, c'est plutôt mon frère. C'est vrai que comme je dis, mon frère était très, très, très grand fan. J'aimais. Mais mon frère était très grand fan de Tony Chasseur. D'accord. Vous avez toujours la même complicité avec mon frère? Ah oui. Avec mes frères, oui. Les deux. J'ai un petit frère aussi. J'ai Mario avec qui on a été élevés ensemble. Quand vous êtes responsabilisé, c'était d'abord... C'est Mario. Voilà. Il y a 1 an de différence entre nous. Et puis j'ai un frère, il y a 20 ans de différence entre nous. Ah oui. Mais c'est pas du tout la même génération. C'est pas la même génération. Et bon... J'ai peut-être été un petit peu comme sa petite maman, mais pareil, c'est vrai qu'il y a cette complicité entre nous qui est très, très forte. OK. Alors, on va écouter ton choix, Tony Chasseur. Voilà, donc on a pu écouter ton titre favori avec Tony Chasseur. Voilà, merci. Tu disais que tu avais voyagé beaucoup à une époque et qu'il y avait ça dans l'avion et que tu réécoutais le même. Pendant les 8 heures de vol, j'écoutais le concert, puisque sur Air Caraïbes, à l'époque, ils n'ont pas fait publicité, c'était dans la partie musique. Et donc, il y avait le concert qui avait été filmé. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai connu le live. Et vraiment, je l'ai écouté en boucle, à l'aller, au retour. Jusqu'à aujourd'hui, je le cherche. Je crois que c'est l'une des recommandations que je vais leur faire. Vous remettez quelque chose comme ça. Voilà. Parce que, ben oui, ça permet de reconnecter, de découvrir un artiste, surtout quand on vit en Martinique, on ne va pas toujours en concert là-bas. Donc ouais. OK. Alors, est-ce que tes filles suivent la même orientation que toi? Ou bien, est-ce qu'elles ont leurs propres ambitions et projets? Alors, parce que je sais déjà, elles sont toujours là-bas. Oui, elles sont toujours en France pour leurs études. En quelque part, oui, puisqu'elles font des études en gestion des entreprises et en communication pour l'autre. Elles ont juste rajouté à côté, mais ça, c'était quelque chose qu'elles ont toujours rêvé depuis toute petite. Elles ont rajouté la coiffure et l'esthétique à côté. Alors, quand tu dis elles, toutes les deux? Une a fait esthétique et l'autre a fait coiffure. Elles vont ouvrir un truc ensemble. Elles veulent ouvrir quelque chose ensemble et l'idée, c'est ça. C'est pour elles, je crois qu'elles auront du mal à être salariées. Oui. Et puis, elles ont baigné dans l'entrepreneuriat. Oui, avec maman, forcément. Ouais. Alors, c'est très paradoxal parce que petite, c'était quand elle revenait de l'école, tu sais, au mois de septembre, au tout début d'année, maman, on ne sait pas quoi dire au chef, à la maîtresse. On ne comprend pas ton métier. On ne sait pas ce que tu fais. Tu fais des dossiers, tu fais de la formation, tu reçois du monde. Elle ne comprenait pas ce que je faisais, mais c'est vrai que l'avantage de ce métier-là, c'est que tu fais beaucoup de choses, donc qui fait que tu ne t'ennuies jamais. Oui. Mais en même temps, pour un enfant, c'est vrai que je comprenais, je leur dis, bon, allez, dites que je suis chef d'entreprise, et dites que je suis consultante, et puis voilà. Voilà, parce que pour elle, c'était compliqué de se dire... Alors, elle parle de ses filles, il y a des larmes qui coulent. Depuis, ça fait 22 ans que ça se passe comme ça quand je parle de filles. Oui, elles te manquent, elles sont là-bas de toute façon, mais elles vont rentrer là. Oui, là, elles vont rentrer. Cet été. Elles me manquent, comme je t'ai dit. Oui. Tu les as au téléphone tous les jours? Aujourd'hui, avec le téléphone, je crois que... C'est même moi, des fois, je leur dis, bon, on pourrait s'appeler un petit peu moins quand même. Donc, en fait, tes filles ne savaient pas que maman était chef d'entreprise ou consultante, etc. pour les entreprises, mais
comme par hasard, elles sont orientent pour être... alors, le truc, c'est que... pas le même domaine totalement. Mais elles ne sont pas loin. Mais alors, c'est vrai qu'au début, je pense que quand elles étaient petites, elles avaient du mal, parce qu'il y a consultant, il y a chef d'entreprise, il y a formateur, donc c'est quoi tout ça? Et avec le temps, c'est vrai qu'elles ont suivi la filière STMG. Donc là, vraiment, elles ont découvert que dans une même filière, on voyait de la ressource humaine, on voyait du management, on voyait de la communication, on voyait de la compta. Et donc, je pense que c'est là vraiment qu'elles ont eu la révélation et qu'elles se sont dit, ah, OK, on comprend maintenant parce que maman elle est au milieu et c'est tout ça autour de ce qu'elle fait. Ouais. Et donc, elles ont poursuivi dans cela. Alors, même si elles ont effectivement envie d'une activité complètement différente. Oui. Mais c'est vrai que ça leur tient à cœur de poursuivre leurs études en gestion, même si à côté, elles aiment l'esthétique et la coiffure. Tout à fait. Alors, dans ton livre « Gravir sa montagne », tu nous as symbolisé celle-ci avec une espèce de montée triangulaire, comme un triangle, quoi. S'il retrouve les images, la photo, voilà, la montagne. Il a mis, ça y est, c'est à l'antenne, en plusieurs étapes. Oui. Alors, tu en as mis au total 7. Est-ce que toi, tu as fini de la gravir, cette montagne? Je crois qu'on n'a jamais fini de la gravir. Parce que, et je le dis dans le livre, quand tu atteins un sommet et que tu te poses et que tu prends le temps de faire peut-être ton bilan de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de quoi tu es content, etc. Quand tu te lèves, tu te dis encore au détour, quand tu lèves les yeux, tu vois qu'il y a encore un sommet à gravir. Donc, au final, on n'a jamais fini de gravir la montagne parce que, justement, c'est ça qui fait toute la beauté aussi de l'entrepreneuriat. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien, tu vas arriver à des sommets. Et puis, à un moment donné, tu vas te dire, bon, OK, maintenant, c'est quoi mon prochain sommet? De quoi j'ai envie maintenant? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, les chefs d'entreprise, ils n'ont jamais assez. Ils ont déjà ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. En fait, c'est le processus qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain dire, bon, ben c'est bon, voilà. Non. Je crois que fondamentalement, c'est le processus qui est comme ça. Et le processus, il est aussi comme ça parce que nous sommes des hommes et des femmes. Et en tant qu'hommes et femmes, on a besoin que des choses bougent. On a besoin de changement. On a besoin de... Comme tu faisais les choses il y a 4 jours, c'est pas comme ça que tu les fais aujourd'hui. Donc, ton business, c'est exactement la même chose. C'est comprendre que ton business... C'est pour ça que ton business, c'est comme un bébé. Un bébé, il grandit, il évolue. Et à chaque étape d'un enfant, il passe des caps différents. Et le business, c'est exactement la même chose. Et à un moment donné, tu arrives où tu te dis, bon, OK, j'ai fait le tour de ça, de quoi j'ai envie. Et puis, pourquoi je crois que c'est fondamental de vraiment évoluer dans son business? Parce que souvent, tu vas te rendre compte que la personne qui commence à s'ennuyer, elle commence à mal faire son job. Elle commence à bâcler certaines choses. Elle commence à ne pas tenir parole quand elle a dit quelque chose. Et je crois que ça c'est la clé pour qu'un chef d'entreprise se dise, je suis en train de m'entêter à faire quelque chose toujours de la même manière, sauf que là, j'ai peut-être l'opportunité de faire différemment les choses. Tu vois? Et c'est quand tu prends conscience de ça... Ou développer une antenne parallèle qui pourrait aussi... Faire autre chose. Rajouter une antenne, développer des collaborateurs sur une activité. Mais c'est pour ça que tu vois, parce que si tu vas créer une antenne, mais ça veut dire que tu prends... C'est un nouveau sommet. Donc, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. Et alors, en gros, est-ce que tu as retenu tes 7 étapes que tu as mis dans ton... Alors, je ne les ai pas en tête. Parce que je t'avoue qu'avec l'émotion, c'est pas toujours... Mais la première étape, c'est ce qu'on appelle le début du voyage. C'est comprendre sa montagne. C'est... Tu veux faire... Tu te lances... Alors, imaginons quelqu'un qui veut se lancer dans un business. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois, c'est la première étape, c'est de te demander qu'est-ce que tu as envie de faire, est-ce que tu te sens aligné avec ce truc que tu as envie de faire ou est-ce que tu as envie de le faire parce qu'on t'a dit que bon, il y a de l'argent à faire dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment comprendre et c'est ça qui est important, c'est d'aller se dire, mais... Et c'est pour ça que j'ai pris la montagne, pour que les gens comprennent bien que... Voilà. Que c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire, non. Et puis, quelles sont les ressources dont j'ai déjà en ma possession qui vont me permettre de pouvoir gravir cette montagne-là. La deuxième étape, c'est préparer son ascension. Donc, préparer l'ascension, c'est poser des fondations solides. Fondations solides, c'est quoi? Quelle est ta destination? Moi, quand j'interviens en formation, j'aime donner l'exemple du tour des Yoles. Un patron de Yole, quand il va quitter le Malécon avec son équipe, il va dire, on quitte le Malécon,
direction diamant. Il ne dit pas qu'il y aura des coups de vent, qu'on va couler, la voile elle va se déchirer. Ce n'est pas ce qu'il dit à son équipe. Il donne une destination à son équipe. C'est exactement la même chose. Quelle est la destination que je veux donner à mon business? Où est-ce que je me rends? Est-ce que je vais dans le nord? Est-ce que je vais dans le sud? Parce que pareil, hein, imaginons que des gens montent sur une yole et puis ils partent. Et ce soir à 18h, on va les chercher, puis on ne sait pas. C'est nord, sud, est, ouest, tu vois. Donc c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est important de poser ces premiers jalons-là. La troisième, c'est tracer sa route, donc définir sa stratégie opérationnelle et définir sa vision. Donc vraiment écrire cette vision-là. Et c'est en ce sens aussi que tu vois que un sommet, c'est une vision. Donc une fois que tu arrives au diamant, tu fais quoi? Oui, il y a une prochaine étape. Il y a une prochaine étape. C'est exactement la même chose. Étape 4, c'est gravir les premières portes et relever les vallées et affronter les défis du quotidien parce que, à un moment donné, tu te rends compte que, voilà, on est sur la mer, il y a un coup de vent, il y a eu de l'eau qui est rentrée dans la yole, il y a des aléas. Donc, voilà, comment on fait pour gérer tout ça et les affronter. Et c'est surtout comprendre que tu as donc des sommets et des vallées. La 5, c'est trouver son élan. C'est toutes les questions du mindset de croissance et le leadership. Donc là aussi, ce sont des éléments qui me tiennent à cœur de développer aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte que la différence entre un entrepreneur aussi qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, ce n'est pas nécessairement des questions de stratégie. Ce n'est pas des questions de business plan. C'est souvent des questions liées à l'état d'esprit, à la posture, aux émotions, à la gestion des émotions. Comment quand je reçois là une mauvaise nouvelle, comment moi, en tant que dirigeant, je vais accueillir cette nouvelle-là. Donc, tu vois, c'est vraiment nourrir tout ce qui est mindset de croissance et leadership. Et ça, pour moi, c'est vraiment au quotidien que chef d'entreprise, il doit faire ça. On arrive à la 6e. La 6e, c'est faire face aux tempêtes. Donc là, c'est vraiment apprendre à gérer les émotions, la résilience, parce que tout ça, ça sera un des atouts qu'on aura sur le chemin. Et c'est pour ça que je te disais, notamment, j'ai été développer la question du coaching émotionnel, parce que pareil, quand j'accompagne, je me rends bien compte que souvent, quelqu'un n'a pas de client, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'il fait pas d'action. Alors oui, des fois, il fait pas beaucoup d'actions, mais c'est pas toujours parce qu'il fait pas. Des fois, il va te dire, mais j'ai fait des actions, mais j'ai pas de client. C'est souvent une problématique émotionnelle, tu vois. Parce que dans sa tête, peut-être, il a des croyances limitantes et puis il n'arrête pas de se dire tous les jours, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut venir vraiment déconnecter tout ça. Et puis, la 7e, mais j'ai atteint le sommet. C'est effectivement, c'est cette réalisation dont je m'étais fixée. Je suis arrivée là. OK, c'est faire le bilan. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de continuer de la même manière? Est-ce que j'ai envie de continuer différemment? Et on va revenir donc à la première étape. Donc là, on est de là où on est. Puisque comme tu vois le nouveau sommet, tu vas reprendre. Mais avec l'expérience en plus. Avec l'expérience en plus de où est-ce que je veux me rendre aujourd'hui. Mais des fois, tu te rends compte que malgré l'expérience, ça te demande vraiment un travail sur toi, tu vois. Ça te demande vraiment d'aller chercher, mais aujourd'hui, de quoi tu as envie, comment tu te vois travailler, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'il faut que les chefs... Ça fait partie du processus, quoi. C'est pas se dire, il a une nouvelle lubie. Et tu disais tout à l'heure, certains vont penser que les chefs d'entreprise sont toujours dans l'ambition. C'est parce qu'aussi, quand tu nourris ça, une fois que tu arrives à un certain niveau, tu as envie d'autre chose, tu as envie d'apprendre plus, tu as envie de rencontrer d'autres personnes. Et puis, heureusement qu'il y a des chefs d'entreprise pour créer des emplois aussi. Et puis, c'est ça qui fait évoluer les choses, quoi. Voilà. Oui. En tant que femme, est-ce plus difficile pour que les jeunes entrepreneurs te fassent confiance, ou bien est-ce que ce préjugé-là est dépassé? Dans l'accompagnement, je pense qu'aujourd'hui, que c'est complètement dépassé. Alors, même si, pour la petite anecdote, quand je me suis mise à mon compte, j'ai rencontré à l'époque quelqu'un que j'avais eu comme formateur sur une formation pour les jeunes cadres diplômés. Et quand je l'ai rencontré, que je lui ai dit, oui, je viens d'avoir mes filles et tout, et que j'avais déjà quitté, je crois, le cabinet où j'étais, il m'a dit, mais toi, tu fais rien comme les autres. Hein. Déjà, le métier de consultant, au moment où tu arrives, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on me disait, non, le métier de consultant, c'est pas fait pour les femmes, et deux, c'est pas fait pour les jeunes femmes. Parce qu'on me disait, un consultant, c'est un homme avec une barbe blanche.
C'est quelqu'un qui est censé représenter l'expérience. L'expérience, etc. Et moi, j'ai dit non, je veux apprendre ce métier-là parce que c'est un métier. Et moi, j'ai rencontré en plus une femme qui m'a appris le métier. Donc, et elle n'avait pas de barbe blanche, elle n'avait pas de cheveux blancs encore à l'époque, tu vois. C'était un hasard, c'était quoi, cette rencontre? C'était pas un hasard. Bien qu'il y en a beaucoup qui disent que le hasard n'existe pas, mais alors, il n'y a que des rendez-vous, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il n'y a que des rendez-vous, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une rencontre qui est un peu particulière parce que donc, quand j'entre dans le processus pour la formation pour les jeunes cadres diplômés, c'est une formation qui va durer 6 mois, mais dans les 6 mois, on passe 5 mois en entreprise. Donc, on fait, je crois, 2 premières semaines en centre, on va en entreprise, on revient 2 semaines et on repart 3 mois en entreprise. Et moi, déjà, quand je suis revenue de mes études, parce que quand j'ai travaillé mon mémoire, j'ai travaillé sur le transfert de technologie. Et dans le transfert de technologie, je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait des difficultés en matière d'accompagnement des entreprises. Donc, ça m'avait déjà, tu vois, suscité un truc de me dire... Ah, j'aurais bien aimé aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du conseil aux entreprises, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Et quand j'ai commencé à chercher mon stage, je rencontrais que des comptables qui étaient donc immatriculés sous conseil, mais quand j'allais au rendez-vous, c'était des comptables. Et c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ce qu'ils faisaient. Et un jour, je vais rencontrer, je ne sais même pas s'il va se rappeler de ça, je vais aller rencontrer Daniel Desforts à ITEM, qui était le service du développement économique de la mairie du Lamentin, parce que j'avais été en stage, mais avec celui qui était avant Daniel, qui est décédé d'ailleurs, Hervé Honoré. Et je crois que c'est Hervé qui m'avait dit, mais appelle Daniel Desforts, c'est elle qui y est maintenant. Et donc, j'ai rencontré Daniel Desforts, et Daniel Desforts m'a donné la carte de visite de Eda Pulvar, qui va être mon maître de stage, et avec qui je vais rester 7 ans dans le cabinet. Donc... Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que tu vois, j'ai repris une connexion que j'avais, je la rencontre, je ne la connaissais pas, je la rencontre, je lui dis voilà, je cherche un stage, mais je veux quelque chose dans le conseil. Et elle me dit, ben, voilà une carte de visite, appelle cette personne de ma part. Et, il faut un peu pousser les portes aussi. Hein. Ben, des fois, je pense qu'il faut les ouvrir, les portes. Hein. Faut les ouvrir. Et, alors, on a ce truc chez nous de dire, oui, mais c'est... Tu sais, c'est des relations, mais oui, c'est ça aussi le réseau. C'est parce que tu connais quelqu'un qui te met en relation avec une autre personne. Et même Daniel, bon, aujourd'hui, je la vois peut-être un peu moins souvent, mais quand je travaille avec la CACEM, parce que Daniel Desforts maintenant travaille à la CACEM, mais je te dis, je ne sais même plus si Daniel va se rappeler de ça, si elle voit l'émission, que c'est elle qui m'avait donné la carte de visite d'Eda Pulvar, et je rencontre Eda Pulvar. Et encore, non, mais dans la vie, je crois que Mylène, des fois, il faut vraiment connecter aussi. Quand je vais rencontrer Eda Pulvar, j'ai rendez-vous le jeudi après-midi avec elle. Elle me dit OK, mais je lui dis que je ne peux pas signer tout de suite avec elle parce que j'ai un rendez-vous le vendredi matin. Donc, je lui dis que je préfère quand même honorer le rendez-vous, même si je suis OK, c'est avec elle que je voudrais travailler. Et je lui dis, mais quand j'ai fini l'entretien, ça ne vous dérange pas, je vous appelle. Et donc, effectivement, le vendredi matin à 10h, parce que pareil, c'était un comptable. Le vendredi matin, elle me signe ma convention et elle me dit OK. Et je commençais je crois qu'on commençait le mercredi. On commençait le mercredi et Eda Pulvar prenait l'avion le jeudi pour 15 jours. Ça veut dire que sans me connaître, elle m'a laissé dans ses bureaux 15 jours sans me connaître. Eh bien. Il y a des rencontres qui sont marquantes. Et vraiment... aimer le métier, aller découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat, aimer franchement ce métier-là, c'est Eda Pulvar qui me l'a transmis. D'accord. Elle a senti qu'il y avait ça en toi. Ah oui, peut-être aussi, mais elle m'a vraiment, comme je dis, elle aurait pu me dire, vous restez chez vous pendant 10 jours, et puis quand je reviens, on verra. Elle m'a donné les clés de son bureau, et je crois qu'elle m'avait montré déjà comment on traitait un dossier. Donc, elle m'a donné des tâches, des trucs, mais elle était absente pendant 10 jours. OK. Alors, pour ceux qui prennent l'antenne en cours, enfin l'émission en cours, je reçois ce soir Manuela Lefel, qui est consultante, chef d'entreprise, et en fait, avec qui nous discutons depuis 3 quarts d'heure à peu près. Elle a sorti un livre qu'elle peut nous montrer de nouveau. Voilà, qui s'appelle Gravir sa montagne. Et puis, elle va nous expliquer à la fin de l'émission où le trouver. Et en attendant, on va écouter un deuxième titre qu'a choisi Manuela. Je vous laisse découvrir
sa musique, son choix. Alors, vous venez d'écouter un choix de Manuela Lefel, Magnum Band. Oui, expérience de Magnum Band, c'est des souvenirs avec mes oncles et mes tantes, puisque quand j'étais petite, ma grand-mère maternelle nous récupérait, mon frère et moi, pour les vacances, comme mes oncles et mes tantes étaient en vacances scolaires. Et à l'époque, les vinyles que les gens avaient, ils écoutaient beaucoup, que ce soit Magnum Band, que ce soit La Perfecta. Et c'est vrai, donc c'est un petit clin d'œil, on dira aussi à mes oncles et mes tantes. Voilà. Et on racontait, on peut vous faire partager ça, hein, je le fais souvent. Une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, les morceaux étaient super longs et que si on avait mal choisi son danseur, on devait le garder 10 à 15 minutes. On subissait. On disait quand est-ce que ça se termine. Alors que bon, si on était bien tombé, c'était pas un problème. Oui, voilà. Parce que les morceaux étaient beaucoup plus longs que maintenant. Et puis c'est vrai que c'est une musique aussi qui est entraînante aussi également. En même temps, c'est une musique qu'on aime beaucoup. Donc il faut aussi cette capacité à entraîner, à te faire tomber sur le bon. Mais il faut tomber, oui, effectivement, sur le bon cavalier. Voilà. Alors, notre coeur est passé, Manuela. Je rappelle donc qu'elle est business coaching. Voilà, que c'est une chef d'entreprise que j'ai été ravie de recevoir ce soir, qui peut vous donner beaucoup de conseils. En fait, je vais lui laisser la parole pour s'exprimer et elle va vous expliquer aussi où trouver son livre. Son livre. Voilà. Donc je fais de l'accompagnement. Tu peux le remontrer à l'antenne. Voilà. Donc, le livre, donc Gravir sa montagne, entreprendre un chemin de réalisation de soi. Pour le moment, je le commercialise directement. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter soit via WhatsApp à mon numéro de téléphone, donc 06 96 25 82 31, 25, ou directement 82 31. Il faut que les gens aient le temps d'écrire quand même. Ou directement via mes réseaux sociaux. Et là, je suis en train de tout faire pour le mettre aussi en librairie. Et à partir du mois de septembre, je vais organiser des événements. Donc, je vais partager sur mes réseaux sociaux des rencontres parce que pour moi aussi, c'est important qu'on rencontre les futurs chefs d'entreprise ou les chefs d'entreprise déjà établis pour partager avec eux la sortie de mon livre. Voilà. Alors, Jean-Michel Césaire, qui a la technique, a déjà affiché pour toi en bas de l'écran, comme tu peux voir. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot que tu voudrais partager avec nos téléspectateurs? Surtout dire aux chefs d'entreprise que gravir sa montagne, comme le nom du livre, c'est vraiment le cheminement que nous sommes amenés à faire quand nous sommes chefs d'entreprise. Et c'est de prendre chacun des obstacles ou des challenges qu'on peut rencontrer comme étant des opportunités de grandir, parce que c'est souvent dans ces situations-là qu'on apprend véritablement qui on est, qu'on apprend nos forces, qu'on apprend nos faiblesses. Et c'est vraiment de comprendre que ça fait partie du cheminement, ça fait partie du processus, et que dans ce processus-là, plus on avance avec ces challenges-là, plus on grandit. Et puis un autre élément qui me semble aussi fondamental de dire aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, que la formation, c'est primordial pour un chef d'entreprise. Participer à des séminaires, rencontrer d'autres chefs d'entreprise, se former. Aujourd'hui, en plus, on a l'avantage, c'est qu'on peut se former en ligne. Donc, on peut choisir de se dire que je ne vais peut-être pas partir, mais je vais me consacrer une demi-heure tous les matins ou tous les 2 jours pour pouvoir me former. Je crois que dans le contexte économique dans lequel aujourd'hui se trouve la Martinique, c'est à nous, chefs d'entreprise, de montrer qu'on a un vrai potentiel, qu'il y a de vrais talents en Martinique. Je rencontre tous les jours des talents, notamment chez les jeunes. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'accompagne des jeunes dans le cadre d'un dispositif avec la DITS. La Martinique est remplie de potentiel et de gens qui ont des talents. Voilà, il faut que les gens osent. Il faut vous lancer pour créer votre business. C'est pas facile, hein, on l'a assez dit. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Gravir sa montagne. Ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Et puis, ne pas rester là à attendre si on a vraiment envie, si on a des idées. Voilà. On peut faire aussi appel à de l'aide. Voilà, si on peut, c'est comprendre qu'aujourd'hui, on a tout à y gagner à ce que nos chefs d'entreprise, nos jeunes, créent de la valeur ajoutée, développent de nouvelles activités. On n'en a pas parlé, Mylène, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le développement de l'IA. Oui, on en a parlé rapidement, mais plutôt que de se dire que c'est
une contrainte pour nous l'IA. Ben, comment on peut faire de l'IA une force? Oui. Là, tout de suite, ça ne me vient pas en idée, mais il y a une des îles de la Caraïbe qui a fait de l'IA son cœur pour son développement économique. C'est quoi, la Barbade? Non, ce n'est pas la Barbade, c'est une plus petite île. Aujourd'hui, cette île-là, elle gagne des millions. Donc, c'est comprendre que, OK, ça va détruire des emplois. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des métiers qui ne vont pas exister, mais sauf que nous sommes en 2025. Voilà, donc, ça veut dire qu'il y a des métiers aujourd'hui qui ne vont plus exister, mais d'autres vont se créer. Et c'est ça aussi, c'est sortir de la peur et de la crainte et se dire, mais comment on peut faire de ça une force? Parce que de là où nous sommes, eh bien, on peut l'utiliser comme une force. Oui, parce que l'intelligence artificielle, par exemple, elle est bien présente, elle est continue, elle ne fait que se développer. Ben oui. Elle amène beaucoup de choses positives parce qu'elle est pratique et tout. Bon, c'est vrai qu'effectivement, il y aura des pertes d'emplois, mais la société est en constante évolution. Donc, de toute façon, il y aura du changement, de nouveaux emplois qui n'existaient pas quand on était petit. Petits, qui vont se créer et continuer. Voilà, et puis, je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer à l'autruche. De se dire, ah mais non, ces métiers-là vont toujours exister. Aujourd'hui, il y a des études qui disent qu'il y a plus d'une centaine de métiers qui ne vont plus exister, mais pas dans 30 ans. Dans 10 ans. 10 ans, c'est demain. Oui. Donc, c'est aussi de se dire, mais comment nous, maintenant, on envisage notre développement économique, comment on devient solidaire aussi entre nous. Parce que si on voit quelqu'un d'autre grandir, eh bien, c'est se dire, mais comment je fais moi-même pour être derrière et grandir? Parce que si on se tire, eh bien, tout le monde va grandir dans l'histoire. Oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir que beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas aussi de rien. J'étais en train de regarder un truc sur Internet, sur Facebook. Une jeune dame qui a dit qu'elle était arrivée à New York avec 700 € en poche. C'est tout ce qu'elle avait. Elle avait quitté son coin natal et puis en fait, elle est millionnaire maintenant. Elle est partie de rien. Elle n'avait personne derrière pour dire tiens un héritage, tiens ça et puis tu vas y aller. On a l'exemple tout le temps de gens qui partent de rien. Mais l'entrepreneuriat, c'est souvent on part de rien. Oui, moi, je suis partie avec un ordinateur et 2 bébés sur les bras. Donc, Mais les 2 bébés, c'était la motivation pour réussir. Oui, ça, c'était le pourquoi qu'il fallait tout faire pour réussir. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on a cette richesse-là et que si aujourd'hui, on accepte de se former, en plus qu'on a aussi aujourd'hui des personnes qui quittent la Martinique, qui vont en France, qui vont se former, qui ramènent les éléments. Aujourd'hui, tu as aussi beaucoup de jeunes, aujourd'hui, on est plus jeunes, mais bon, de jeunes Martiniquais qui vivent à l'extérieur, qui se sont formés et qui reviennent faire des séminaires, qui font des choses. Donc, je pense notamment à Roméo Cournal, parce que Roméo, je l'ai connu, on a travaillé longtemps ensemble parce qu'il travaillait à la NPA à l'époque. Et Roméo, il vient aujourd'hui faire des séminaires, il vient faire des choses. Donc, je vais te dire qu'on a un vivier. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas. On a un vivier. Maintenant, c'est aussi de se dire, mais comment on fait pour s'aider, prendre confiance en soi, et puis y aller. Et puis si on tombe, on se relève et on continue. De toute façon, c'est pas moi qui vais dire à quelqu'un qu'on ne tombe pas. Hein. Oui, c'est clair. Oui, on tombe. Voilà. Mais la force justement de l'entrepreneuriat, c'est de tomber. Et se relever. Et de se relever. Et se relever plus haut. Et aller plus haut. Aller plus haut. OK, mais merci Manuela, c'était passionnant. Vraiment, merci Mylène. Voilà, je vous remercie, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous durant cette émission avec Manuela Lefel. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, très belle soirée. Merci Mylène. Merci Manuela d'être venue. Helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want to fidget.